Nous avons également rencontré le professeur Yann-Éric Classens, qui dirige le service des urgences au centre hospitalier Princesse Grace de Monaco. Professeur Classens, merci d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par une question d'ordre général. Quel est le nombre moyen de consultations journalières que vous recevez au service des urgences de l'hôpital de Monaco? Alors, tous les jours, environ 100 patients passent dans nos services et chaque jour, 2 à 3 interventions SMUR, c'est-à-dire préhospitalières, sont assumées par notre service. Quelle part occupe l'urgence cardiaque dans vos interventions? Alors, dans le service des urgences à proprement parler, 10 à 15% des patients consultent pour un problème cardiovasculaire. Mais bien entendu, il ne s'agit pas d'arrêt cardio-respiratoire. Par contre, pour les interventions préhospitalières, on estime que 20% des interventions, c'est-à-dire quand même 2 à 3 par semaine, sont des arrêts cardio-respiratoires ou des infarctus du myocarde qui peuvent se compliquer d'un arrêt cardio-respiratoire. La plupart des personnes connaissent les symptômes de l'infarctus du myocarde, douleurs contractives dans la poitrine, dans le bras gauche, dans la mâchoire. Y a-t-il d'autres symptômes? Il y a tout récemment un certain nombre d'études qui ont montré que ce n'était pas 8 ou 10 personnes qui avaient un infarctus du myocarde et les symptômes typiques, mais seulement 2 tiers. C'est-à-dire qu'un tiers des patients qui font un infarctus du myocarde n'ont pas de douleur thoracique. Il paraît que pour la femme, par exemple, les symptômes peuvent ne pas être les mêmes. Les personnes qui présentent moins de symptômes typiques sont plus vraisemblablement les femmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les femmes, malheureusement, ont moins souvent les symptômes typiques que les hommes. Ce qui fait que l'infarctus du myocarde chez la femme a un moins bon pronostic que chez l'homme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces symptômes cachés? Peut-être pas cachés, mais comment dirais-je, ces symptômes Méconnus. Méconnus, voilà, parfaitement. Symptômes méconnus. La question est vraiment passionnante. Alors, très souvent, les symptômes que va présenter le patient sont strictement atypiques. Un malaise, une douleur abdominale, une gêne respiratoire, quelquefois de l'anxiété uniquement, et quelquefois aucun symptôme. Et l'infarctus va être diagnostiqué de façon quasi fortuite. Un tiers des cas. Donc, c'est une préoccupation, et c'est pour ça que il ne faut pas hésiter, notamment si on a des facteurs de risque, des antécédents familiaux, un tabagisme actif, une surcharge pondérale, du diabète, du cholestérol, à consulter pour des symptômes inhabituels. Alors pas forcément le service des urgences, mais en tout cas se rapprocher de son médecin traitant, qui est la personne qui vous connaît le mieux et qui, s'il le juge nécessaire, fera en sorte que les secours viennent rapidement vous prendre en charge s'il juge que les symptômes dont vous souffrez sont potentiellement en rapport avec une pathologie cardiovasculaire. Est-il possible d'estimer au bout de combien de temps intervient l'arrêt cardiaque après l'arrêt respiratoire? On a l'habitude de dire que un patient qui ne respire pas ou qui respire mal, qui est inconscient, est en arrêt cardio-respiratoire jusqu'à preuve du contraire. Et je crois qu'il faut garder en tête cette définition assez simple, peut-être simpliste, peut-être imparfaite, mais qui permet de commencer rapidement les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, puisque la grosse difficulté est effectivement la détection de cet arrêt cardio-respiratoire qui doit faire mettre en œuvre les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire de base. Pour répondre spécifiquement à votre question, il ne faut pas attendre que le patient s'arrête de respirer pour faire le diagnostic d'arrêt cardiaque. C'est pour ça que la définition, une respiration anarchique, anormale ou absente, associée à une perte de connaissance, doit faire poser le diagnostic d'arrêt cardio-respiratoire, donc faire commencer, même par excès, les manœuvres de réanimation. Est-il dangereux de pratiquer un massage cardiaque à quelqu'un qui n'en a pas besoin? Il n'y a aucune conséquence à pratiquer des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire de base par excès. Les études l'ont bien montré.
Vous savez qu'à une époque, on demandait aux secouristes de prendre le pouls. Il a été montré que pour les secouristes, comme pour les soignants, la prise du pouls eh bien, a été un facteur confondant du diagnostic. C'est une situation relativement anxiogène et on va sentir son propre pouls. Et c'est vrai pour 50% des secouristes, c'est vrai pour 40% des soignants. Donc, dans les recommandations, il n'est pas proposé aux soignants de rechercher le pouls. C'est accessoire. Donc, ce diagnostic d'arrêt cardio-respiratoire doit être fait sur les mêmes critères pour les soignants et pour les secouristes de premier recours. Par contre, aucune conséquence effectivement à un massage cardiaque par excès. Quand bien même vous fractureriez une côte, ce n'est pas ça qui va induire un mauvais pronostic pour un patient. Il ne faut pas hésiter à faire ces manœuvres. Vraiment, il vaut mieux les commencer par excès. Et là, les études montrent bien qu'il est bien rare qu'on les commence par excès. En termes de qualité d'oxygénation de la victime et donc de survie de ses organes vitaux, y a-t-il une différence importante entre un massage cardiaque réalisé avec ou sans insufflation respiratoire? Alors, je commencerai par rappeler les recommandations. Les recommandations actuelles, c'est de privilégier les compressions thoraciques sur les insufflations. Pour de multiples raisons. La première, c'est que les insufflations étaient jusqu'alors rarement faites, parce qu'il y a une barrière psychologique à leur réalisation, qui est intuitivement naturelle. Et pourtant, on n'a jamais montré de transmission d'agents pathogènes lors de la réalisation d'un bouche à bouche, même sans protection. La deuxième raison, c'est qu'un certain nombre de données de la littérature scientifique nous permettent aujourd'hui d'être assurés qu'au moins pendant les premières minutes, la réalisation des compressions va induire des mouvements thoraciques qui vont permettre des échanges gazeux et donc une certaine oxygénation. Personnellement, êtes-vous plutôt favorable à un massage cardiaque réalisé avec ou sans insufflation respiratoire associée? Je suis favorable à ce que les secouristes suivent les algorithmes qui leur sont enseignés. Néanmoins, s'il s'agit d'un arrêt cardio-respiratoire qui manifestement est lié à un problème respiratoire, je prends l'exemple de la noyade, il est certain que commencer par 2 insufflations sera bénéfique pour le malade. En fait, les algorithmes que l'on enseigne aux secouristes sont des algorithmes génériques qui prennent en compte toutes les situations. Mais de temps en temps, le bon sens doit l'emporter. Et si le secouriste pense que l'arrêt cardio-respiratoire ou s'il est manifestement d'origine respiratoire, eh bien, il est licite de commencer par 2 insufflations. En moyenne, combien de temps dure la phase de fibrillation cardiaque durant laquelle il est possible d'utiliser valablement un défibrillateur externe? Dans le cadre d'un arrêt cardiaque, la fibrillation va rarement durer au-delà de 4 à 5 minutes. Donc il est très important, et c'est pour cela que maintenant les défibrillateurs semi-automatiques sont en accès libre et large. Il faut proposer aux patients victimes d'un arrêt cardio-respiratoire la défibrillation le plus précocement possible. Sinon, ce rythme qui est anarchique, mais qui va pouvoir faire l'objet d'une intervention thérapeutique simple et efficace, eh bien, le délai de 4 à 5 minutes est souvent passé si on attend les secours spécialisés, qui, certes, sur Monaco vont arriver vite, mais quelquefois trop tard malgré tout, puisque entre l'arrêt cardio-respiratoire et l'arrivée des secours, eh bien, il y a un délai qui comprend la découverte du patient, le diagnostic, l'alerte et l'arrivée des secours. Donc, l'un des premiers réflexes à avoir, c'est effectivement d'aller rapidement chercher le défibrillateur. Si vous devez commencer des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire, même si ça fait bien longtemps que vous n'avez pas eu de recyclage, même si vous n'êtes pas habitué à faire ces manœuvres, eh bien, il faut les débuter parce que même mal faites, elles seront bénéfiques pour le patient. Professeur Classens, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps.